Je vous remercie d'être venu si tôt un samedi pour m'écouter, c'est toujours flatteur. Donc on avait choisi de parler de Juliette Fish et on avait choisi comme titre « Une femme puissante au XIXe siècle ». C'est un petit peu un clin d'œil ironique puisque le terme de femme puissante est un thème qui a émergé dans les 10 dernières années sous la plume des journalistes essentiellement et qui désigne pour notre période contemporaine des femmes qui se sont construites elles-mêmes indépendamment d'une vie. À plus près, tu crois. Donc, les femmes puissantes, ce sont effectivement des femmes qui ont fait une carrière autonome, indépendamment ou à côté d'éléments masculins, et qui sont parvenues à une certaine puissance, une certaine autorité, et surtout à produire de l'influence. Si on s'en tient à ces termes d'autorité et d'influence, on va voir que Juliette Fish, à travers une stratégie propre, appartient véritablement à cette catégorie des femmes puissantes. Et c'est en quelque sorte une ancêtre. Bon. Dès le XIXe siècle, d'ailleurs, elle est reconnue, si j'ose dire, internationalement. C'est en général le seul nom féminin qui apparaisse dans les récits de voyage, dans les articles de journaux des Mascareignes ou même d'Europe, en dehors du nom des souveraines. Et Juliette Fish, même Ida Pfeiffer, qui est une voyageuse autrichienne qui, d'une manière générale, n'aime pas les femmes et, d'autre part, n'aime pas Juliette Fish, reconnaît qu'elle est une des personnes les plus remarquables et les plus intéressantes, non seulement de Tamatave, mais aussi de tout Madagascar. Elle note que son intelligence et son activité seraient remarquées ailleurs même qu'à Madagascar. Bon, et quand vous voyez ce que Ida Pfeiffer dit des autres femmes qu'elle rencontre, c'est véritablement plus qu'un éloge. Bien. Alors, qui est Juliette Fish? Son nom malgache, c'est Reni Bout. Elle est née vers 1811-1812 et elle est la fille de Fish, qui est lui-même le demi-frère de Jean René, lequel Jean René s'est installé dans la région de Fort-Dauphin d'abord et ensuite s'installe à Tamatave, à Foulpointe d'abord, puis devient roi de Tamatave, pendant que son demi-frère Fish, lui, règne sur Ivunj. Ce sont des chefs locaux, en quelque sorte. Jean René va finalement s'imposer sur l'ensemble du pays Bétimisarak et faire ultérieurement sa soumission à Radam Ier. Lorsque Jean René meurt, eh bien, et que Fish, son demi-frère, meurt aussi, reste Juliette, qui est donc la fille de Fish, Augustine, sa sœur, et un frère qui est Bérour. Lequel Bérour, comme beaucoup de fils de chefs de la côte, part faire des études en France. En général, ces gens qui sont des métis alors Bérour n'est pas métis, mais ceux qui sont des métis vont faire des études, si ce sont des garçons, parfois en métropole, les filles généralement à l'île Maurice et à Bourbon. C'est le cas de Juliette. En 1824, elle est conduite par une autre malgache, Victoire Sidja, qui est la compagne de Lastel, un traitant important de la côte Est, qui est un associé de la reine dans différentes plantations qui vont du sud de la côte Est jusqu'à Tamatave. Enfin, il fait des plantations, il fait du commerce, il fait tout un tas de choses, monsieur de Lastel. Et donc, elle est envoyée donc au Mascareignes, où elle va parfaire son éducation à La Réunion, en compagnie d'une autre femme qui va avoir un destin remarquable, Émilie Roux, qui va être la future épouse de Jean Laborde. Bien. Comment ? Bérour meurt en France brutalement, où il poursuivait ses études. Du coup, Juliette Fish revient à Madagascar en 1829. Et à cette date, elle est à la fois l'héritière de son père, Fish, de son oncle Jean René et de son frère Bérour. Alors, cet héritage consiste en terre, en biens fonciers, mais aussi en esclaves. Et surtout, elle hérite d'une autorité politique sur la population de la côte.
Alors c'est une autorité politique limitée puisqu'en fait la côte est dominée et administrée par le gouvernement central de Tananarive, mais elle continue d'avoir une autorité traditionnelle et en particulier elle va exercer cette autorité traditionnelle sur la part féminine de Tamatave. Et elle est souvent désignée comme la chef des femmes de Tamatave. Lorsque le gouverneur Merne, par exemple, veut convoquer un kabar, enfin une réunion pour faire un kabar, c'est Juliette Fiche qui est chargée de convoquer une par une toutes les femmes importantes de la communauté. Et elle va évidemment tirer parti de cette position. Juliette Fiche n'est pas métisse, mais elle partage avec les métisses un certain nombre de traits, à savoir le fait d'être à cheval sur deux mondes. À la fois le monde malgache, et par l'éducation qu'elle reçoit et par la vie qu'elle va mener, l'éducation et les traditions et coutumes des Européens, des Vasas. Donc c'est cette éducation et ce mode de vie qui la rattache à un groupe qu'on appelle le groupe des créoles malgaches. Alors les créoles malgaches, ce sont des familles métisses en général. Bon, comme je vous l'ai dit, Juliette Fiche, elle n'est pas métisse. Mais par son éducation, par tout le reste, elle se rattache à ce groupe. Donc, elle entame, à partir de son retour à Madagascar, une carrière parallèle à celle de chef local traditionnel, qui est la carrière de ménagère. Alors, les ménagères, c'est une institution sur la côte Est, mais pas seulement sur la côte Est, on retrouve aussi dans le Nord. Le terme malgache généralement retenu, c'est celui de Vadim Baza, donc épouse de Vaza. Ce sont des femmes qui vivent avec des étrangers et qui permettent l'insertion des étrangers dans les communautés côtières. Leur but, leur vocation, c'est l'intégration des étrangers. Et c'est une institution qui remonte jusqu'au XVIIIe siècle, qui s'est mise en place peut-être à l'époque de la piraterie, mais qui a été pratiquée, par exemple, dans le sud aussi, du côté de Fort-Dauphin, et c'est une institution reconnue. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'une femme choisit un étranger ou qu'un étranger choisit une femme, il y a une déclaration officielle qui est faite devant le chef traditionnel. Il y a d'ailleurs une anecdote qui est rapportée par un voyageur du début du XIXe siècle. Un étranger choisit une épouse, malgache, et va la présenter devant le chef local, et le chef local veut interdire l'alliance parce que la susdite Vadim Baza a eu 2 époux précédents qui sont tous morts. Tous les 2. Et il dit textuellement, bah, écoute, parce que le Vasa insiste évidemment, il dit, bah, écoute, on accepte, mais s'il arrive quelque chose au Vasa, tu auras des problèmes. Donc c'est une institution qui est absolument reconnue. D'ailleurs, on pourrait en parler aussi, la prostitution, qui n'est pas la même chose, est aussi une institution qui est reconnue officiellement. Tout ce qui touche au contact avec l'étranger, sur la côte, participe en quelque sorte du pouvoir et de l'autorité, et par conséquent, tous les gens qui, d'une manière ou d'une autre, sont amenés à avoir des contacts ou à favoriser les contacts avec l'étranger, sont des gens qui sont favorisés. Pour revenir sur les prostituées, par exemple, il y a un élément très important. Alors, ces femmes ont un costume particulier. Alors, en quoi consiste la prostitution? Ben, essentiellement, ce sont des femmes qui montent à bord des navires. Bien. Et on les enregistre, on enregistre leur nom, et ainsi de suite. Et elles montent à bord des navires, et quand elles reviennent le lendemain, ben on enregistre qu'elles sont bien toutes revenues. Et ces femmes ont un rôle officiel. Quand le gouverneur de Tamatave défile dans la ville, ce qui lui arrive chaque fois qu'il sort de la ville et chaque fois qu'il y rentre, eh bien, dans le cortège officiel, les prostituées forment les chœurs. Donc c'est elles qui viennent en premier et qui chantent des chansons. Ce qui d'ailleurs donne lieu à un élément assez pittoresque. Lorsque les jésuites débarquent à Tamatave, une des manifestations de leur religion, c'est les processions, et en particulier les processions de la Sainte Vierge au 15 août. D'autant plus qu'à l'époque, le 15 août, c'est aussi la fête de Napoléon. Donc. Et spontanément, les prostituées exigent de participer à la procession dans la mesure où les défilés, c'est leur affaire. Et la hantise des jésuites, chaque fois qu'ils font un compte-rendu dans les revues et dans la correspondance sur les processions, c'est de dire « Ah, cette année, nous n'avons eu que des femmes honorables. » Voilà, bien. Donc, tout contact avec l'étranger, c'est une source de pouvoir, en fait. Et du coup, c'est quelque chose de très légitimé. Les Vadim Baza, donc, ont un rôle essentiel, et en particulier, elles ont un rôle commercial. Les étrangers ne peuvent pas se passer
d'une partenaire malgache. Dans la mesure, surtout à partir de la ligne de Ranaval première, où on leur interdit pratiquement l'accession à la terre et l'accession aux esclaves, donc à la main-d'œuvre. Et à partir de ce moment-là, l'alliance avec une femme, c'est déterminant parce que ça permet d'accéder à la terre et à la main-d'œuvre servile. Donc la quasi-totalité des traitants qui habitent Tamatave avant 1883-1885 vivent avec des ménagères. Et évidemment, ménagère est une vraie carrière, c'est-à-dire qu'une femme va prendre successivement plusieurs époux, soit que l'un d'eux soit retourné vers la métropole ou les Mascareignes, soit qu'il meurt. Voilà. Et Juliette Fiche va faire une carrière de ménagère comme les autres, mais mieux que les autres. Parce qu'elle a vécu avec 3 personnages qui ont été pratiquement toujours les traitants les plus importants de Tamatave. Le premier d'entre eux, c'est Savoie, qui a été le compagnon de naufrage de Jean Laborde. Et Savoie s'est installée sur la côte, elle l'a épousé en 1832, et ils se sont installés à Tamatave, et ils sont devenus les plus gros traitants en bœufs de Tamatave dans les années 1830-1840. En 1844, Savoie quitte Madagascar, c'est voilà qui s'en sort, si j'ose dire, et immédiatement après, Juliette Fiche devient la ménagère d'un autre traitant qui s'appelle Picoron. Alors Picoron, il est surtout connu parce que c'est l'ennemi intime de Lastel, et il écrit tout un tas de courriers au gouverneur de Maurice, au gouverneur de la Réunion, et ainsi de suite, pour dire que de Lastel est un traître à sa patrie, etc., etc. Bien. Picoron va récupérer, c'est assez étonnant d'ailleurs parce que Savoie avait une plantation et on a l'impression que Picoron récupère la plantation et Juliette Fiche en même temps. Bon, c'est une sorte de pacte. Il a récupéré l'entreprise, quoi, en gros. Voilà. Et et ils achètent à eux deux des terrains d'habitation, ils achètent des esclaves. Mais à la suite des événements de 1845, c'est-à-dire l'expédition militaire contre le fort de Tamatave menée par les Français et les Anglais, Desfossés et Kelly, une grande partie des traitants est expulsée et Picoron quitte la côte Est. Et alors que Juliette Fiche, sa ménagère, en bonne ménagère, veille sur ses intérêts et négocie son retour à Tamatave, Picoron a trop peur de revenir et il va finir ses jours au Mozambique en juillet 1845. Donc Juliette Fiche se retrouve à nouveau, si j'ose dire, sur le marché et du coup, elle devient en 1850 l'épouse de Napoléon de Lastel. Lequel Napoléon de Lastel, je vous le rappelle, avait pour ménagère Victoire Sija, qui avait amené Juliette Fiche à La Réunion pour ses études. Alors les arbres généalogiques de ces familles des années 1830-1850 sont absolument gigantesques parce que tout le monde s'entre-épouse perpétuellement. Bien. Donc, elle va devenir donc la concubine puis l'épouse de Napoléon de Lastel et elle va, à la mort de Lastel, récupérer, ou du moins essayer de récupérer, les biens de Lastel qui sont immenses. Il possède des propriétés des terres du sud de la côte Est, pratiquement jusqu'à Tamatave. Il possède des esclaves, il est associé de la reine. Et du coup, il a bénéficié d'un certain nombre de passe-droits et il a accumulé une fortune fondamentale. Juliette Fiche, en particulier, va hériter de quelque chose. Alors, il faudrait montrer une carte. Voilà. Celle-ci, par exemple. Voilà Tamatave dans les années 1860-70. En fait, la ville se divise en 3 parties. Là, vous avez ce qu'on appelle le quartier de la Pointe. C'est là qu'abordent les bateaux. Là, il y a un récif de corail, donc il faut passer par là, et les bateaux s'approchent au plus près de la côte. Donc, c'est un point stratégique important de la ville, et c'est là que s'installent évidemment les traitants, parce que c'est là que débarquent les marchandises, et c'est là qu'embarquent les ébus, entre autres. Eh bien, Juliette Fiche possède 1/3 de cette zone. Et toutes les grandes compagnies de commerce qui vont venir s'installer vont passer des contrats de baux emphytéotiques avec elle pour avoir des terrains près de la mer. Et sa maison est d'ailleurs la première maison au bord de la plage, donc c'est par là, c'est le passage obligatoire pour les gens qui descendent du bateau, en gros. Voilà. Donc ça, elle l'hérite de Lastel. On verra que d'ailleurs cet héritage est un héritage qui n'a pas été simple.
Donc, en particulier, la maison Roux de Fraissinet, qui va être une maison de commerce importante, passe des accords fonciers avec Juliette Fiche pour avoir des terrains. Bien. Donc, elle est une grande propriétaire foncière, parce qu'elle possède des terrains à Tamatave, mais elle possède des terrains en dehors de Tamatave, en Dévorante et ainsi de suite. Et on verra d'ailleurs qu'elle utilise toutes ses possessions pour monter des réseaux de transport. Et elle est également propriétaire d'esclaves. Elle possède plusieurs centaines d'esclaves. Et quand je dis plusieurs centaines, c'est parce que ce serait peut-être aller jusqu'aux milliers. Alors, sur la côte, les esclaves sont, quand on en a beaucoup, bien sûr, catégorisés par groupe. Donc, elle a 3 groupes d'esclaves qui lui viennent de ses héritages et de ses alliances matrimoniales. Elle a un groupe qui s'appelle les Tsimaloutes, qui lui viennent de son père, donc de Fiche. Un autre groupe, les Maro-Manir, qui sont hérités de la Stèle. Et enfin, un troisième groupe, les Marou-Tsahara, qui proviennent de son frère Bérour. Ces esclaves, alors moi, il y a une question que je me pose et à laquelle je n'ai pas trouvé encore de réponse, c'est que faisons de tous ces esclaves quand on en a des centaines? Alors sur les Hautes-Terres centrales, il y a des gens qui possèdent des milliers d'esclaves quand même. Bon, alors évidemment, il n'y a pas du travail pour tout le monde. Donc, que font les esclaves? Bon. Dans le cas de Juliette Fiche, les esclaves servent à plusieurs choses. Ils servent effectivement au commerce des bœufs, ils servent à faire fonctionner les plantations dont elle a hérité, et ils servent aussi à monter des convois. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, elle est propriétaire de très nombreux esclaves. Alors, autre chose, les esclaves, c'est une réserve d'argent. C'est-à-dire que les gens en difficulté financière, qui ont des emprunts qu'ils ne peuvent pas rembourser, la première chose qu'ils font, c'est vendre des esclaves. Et Juliette Fiche va se défaire progressivement de ses esclaves jusque pratiquement à sa mort, parce qu'elle va connaître des revers de fortune dans les années 1880, et à chaque fois, elle vend des esclaves. Donc, ça, c'est 2 aspects de Juliette Fiche. Héritière d'un pouvoir politique, même réduit, mais qui a quand même une influence. Deuxièmement, grande propriétaire foncière et propriétaire d'esclaves. Et troisièmement, c'est une notable qui est à cheval sur 2 cultures. Alors, on va vous montrer une photo de Désiré Charnay représentant Juliette Fiche. Voilà la dame en question. Alors, vers la fin de sa vie, elle avait une certaine corpulence qui faisait qu'elle était obligée de se faire porter par plus de porteurs que la norme. Donc, cette photographie est intéressante parce que, d'abord, on voit que Juliette porte une robe à l'européenne, elle est habillée véritablement à l'européenne. Alors cette robe, normalement, ça doit être une robe écarlate, parce que la couleur écarlate, c'est une couleur qui rappelle le pouvoir. Et dans les défilés, les voyageurs notent que le passage de Juliette Fiche ne laisse pas indifférent, parce que sa corpulence habillée en écarlate fait qu'on la remarque assez spontanément. Bien. L'autre chose qui m'intéresse, moi, dans ce portrait, c'est qu'elle pose exactement comme posent les notables européens ou mascarins de la même époque, et ça montre qu'elle possède les codes de la photographie du portrait. Si vous regardez bien, elle ne regarde pas l'objectif, elle a un regard de biais, elle a les mains posées sur la poitrine avec un mouchoir brodé d'un côté, donc elle fait, effectivement, c'est le portrait type d'une notable de type occidental. C'est d'autant plus intéressant si on sait que Désiré Charnay, à côté de ça, a fait toute une série de photos sur la côte Est qui représentent des gens de moindre importance, et cette fois-ci, il fait des photos de type ethnographique et anthropologique, c'est-à-dire qu'on les fait poser par groupe habillés, puis ensuite on les fait poser par groupe nus, et ainsi de suite. Donc on voit bien que même Désiré Charnay fait une très nette distinction à l'intérieur des catégories sociales qu'il y a sur la côte. Bien. Donc, dans la période qui suit 1861, avec la réouverture de Madagascar à l'extérieur, eh bien, les voyageurs abondent à Madagascar, en particulier quand il y a des couronnements, et vu les mésaventures de Radam II, les couronnements sont assez fréquents à cette période-là, et les voyageurs privilégient Juliette Fiche et sa famille. Pour une raison simple, c'est que la plupart d'entre eux ne parlent pas le malgache, qu'il n'y a pas d'organisation véritable de voyage. La route se fait à pied avec des porteurs de Tamatave jusqu'à Dévorante, puis d'Andévorante jusqu'à Tananarive. Un cortège peut
avoir pratiquement, assez facilement, 300, 400, 500 porteurs. Et il faut organiser les relais. C'est-à-dire que les bagages partent d'abord, les passagers partent ensuite, si j'ose dire, et c'est toute une organisation. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant, c'est que Juliette Fiche va devenir tête de pont d'un réseau de colportage des étrangers de Tamatave jusqu'à Tananarive. À la belle époque, elle a comme relais, par exemple, le fils de Laborde, Jean Laborde lui-même à l'arrivée à Montachou, à Tananarive, etc., etc. Ce qui fait que les voyageurs passent, si j'ose dire, de relais en relais comme ça tout au long du voyage. Leur voyage est organisé par des gens comme Juliette Fiche et à l'autre bout, Laborde et ainsi de suite. Et donc ce qu'ils voient, ils le voient à travers ce qu'on veut bien leur montrer. Et en particulier, Juliette Fiche avait un jeune esclave qu'elle avait envoyé faire des études au Mascareigne pour qu'il parle le français. Et c'était cet esclave qui accompagnait les convois des gens importants. Alors, quand le convoi était vraiment très important, c'était Juliette Fiche qui donnait de sa personne et qui remontait jusqu'à une partie du voyage. Mais pour des gens de moindre importance, elle ne se déplaçait pas quand même. Et donc, elle avait cet esclave qui servait à la fois d'organisateur et de cicérone. Il faisait les commentaires. Et en fait, c'est très drôle de voir que les récits de voyage sont en fait structurés par ces intermédiaires qui les guident d'étape en étape. Évidemment, en retour, eh bien, ces gens font la promotion de Juliette Fiche. Et c'est pour ça qu'elle devient, comme je l'ai dit au début, la personne la plus connue en Europe de Madagascar, en dehors des souveraines. Bien. Donc, elle reçoit les gens chez elle, jusqu'à Andévorante, où elle a aussi une maison qui accueille. Elle leur offre le gîte et le couvert, il n'y a pas d'hôtel. Donc, évidemment, quand vous débarquez, vous êtes obligé d'aller chez quelqu'un. Bon. Et en plus, du coup, les gens sont enthousiasmés parce que, alors surtout les Français, parce qu'elle est ouvertement francophile et qu'elle parle le français à la perfection et qu'elle est capable de citer les grands auteurs, c'est-à-dire qu'elle cite Diderot, Rousseau, Voltaire, essentiellement d'ailleurs, c'est intéressant, des gens du XVIIIe siècle. Apparemment, la culture contemporaine lui reste étrangère. On peut se demander d'ailleurs comment une jeune fille qui a fait ses études chez les religieuses à La Réunion a eu connaissance de Voltaire, de Rousseau et de Diderot. Ce n'est pas des auteurs au programme chez les religieuses. Mais par contre, Corollaire les avait dans sa bibliothèque. Et il est très probable qu'elle a hérité de la bibliothèque de Corollaire. Donc, elle cite devant Vincent, qui n'en revient pas, Beaumarchais et Molière, excusez du peu, voilà. Donc ces connaissances littéraires se doublent d'une expertise non moins excellente concernant les usages européens, acquises lors de son séjour à Bourbon, mais aussi acquises auprès de ses époux successifs. Du coup, elle devient la personne obligatoire pour les réceptions organisées par le gouvernement de Madagascar, le gouvernement du royaume de Madagascar, à Tamatave. À la batterie, c'est-à-dire dans le fort malgache, on va commencer par l'image générale, si c'est possible. Si on la retrouve. Et je crois qu'elle est plus haut. L'image de la batterie, c'était celle-là. Là. Hop, je vous fais la figure, voilà. Donc cette batterie de Tamatave, elle a été détruite au moment de la colonisation, mais vous avez sa réplique pratiquement exacte à Full Point. Donc vous avez là le mur d'enceinte de la batterie, c'est une forteresse qui est en corail, et vous avez les différents bâtiments de la batterie. Cette maison-ci, c'est la maison la plus ancienne, c'est la maison du gouverneur, et vous avez à l'étage une salle de réception qui est aussi une salle de bal, dont les murs sont couverts de papier peint avec des références aux batailles de Napoléon et ainsi de suite. Bon. Vous avez dans la cour donc la réception. Là, c'est la proclamation de Rachoérine comme reine en 1863. Donc vous avez le gouverneur de Tamatave qui est ici. Vous avez autour de lui des envoyés qui viennent de Tananarive et vous avez derrière des notables. Voilà. Là, vous avez les soldats. Et là, vous avez d'autres notables. Donc, quelque part là-dedans se trouve Juliette Fiche. Elle y est là, obligatoirement. Vous avez là une toile de tente qui sert systématiquement pour les repas qui sont offerts par le gouverneur. Alors, quand les gens sont peu nombreux,
Par exemple, à l'arrivée d'un capitaine de bateau d'une ambassade, on les reçoit à l'intérieur. Mais quand là, il y a carrément, c'est une proclamation d'accession au trône, ça nécessite beaucoup de monde, donc on a ces toiles de tente. Donc vous voyez, alors si on met le détail, voilà, vous voyez qu'il y a des bouteilles, il y a des assiettes, il y a des verres, tout ceci est généreusement fourni par les traitants et par les métis de la ville. C'est-à-dire que quand on fait ce genre de réception, il y a une razzia des chaises, par exemple, en ville, qu'on amène toutes à la batterie, hein, et tout est fourni comme ça. Alors là, en l'occurrence, on a un récit qui est fait par Will Vinson, qui est un journaliste qui écrit pour la presse mauricienne et qui vit à Tamatave, et lui, il a assisté à la réception, et il dit qu'il y avait des bols de confiture, mais on n'a pas réussi à les ouvrir, ce qui était quand même un petit peu embêtant. Mais bon, ce qui compte. Alors ces repas sont des repas fastueux, donc elle est l'ordonnatrice de tous ces repas. Hein. Il y a Lacaze, par exemple, qui visite Tamatave au moment du couronnement de Radam II, écrit « Depuis la soupe jusqu'au dessert, tout passa par ses mains, et de plus, elle traduisait en malgache et en français tous les discours. » Donc, en général, par exemple, quand le banquet a lieu dans la salle du haut, le gouverneur se met à un bout de la table et Juliette Fiche se met à l'autre bout de la table, hein, en face. Et elle traduit tous les discours qui sont faits. Alors, elle parle que le français, évidemment, mais il se trouve que Pakenham, qui est le consul britannique, a enseigné à Bourbon dans un lycée, dans un établissement français. Donc la langue officielle de Tamatave dans les années 1860-80, c'est le français. Et donc Juliette Fiche est parfaitement à son aise et elle sert d'intermédiaire. Donc ça, on y reviendra. Du coup, elle a un rôle diplomatique. Hein, je vais en dire deux mots tout de suite. Voilà. Là, on a un autre repas. Alors, c'est le récit de la réception de l'amiral britannique Gord Jones à Tamatave. C'est un des officiers de sa suite qui rédige le récit. Il la montre à l'œuvre. C'est d'ailleurs la seule personne dont le nom propre figure dans le récit. Hein, ouais. Elle accueille la délégation dans la salle de banquet, auprès du gouverneur. C'était une petite personne forte et gaie, aux cheveux frisés presque blancs. Elle parlait parfaitement le français. Lors du repas, servi pour 50 couverts, sur une table immense, dit-il, le gouverneur siège à une extrémité, Juliette à l'opposé, et lorsqu'après le potage, le reste des plats tarde à venir, je cite, la petite princesse Grassouillette saute hors de son siège et débloque la situation. Après le repas, lorsque vient le moment des discours, eh bien, elle rejoint le consul britannique Pakenham, et donc, qui parle en français, et elle assure la traduction en malgache, puisque tous les gouverneurs ne parlent pas de français. Donc, c'est un rôle d'intermédiaire qui devient aussi un rôle diplomatique. Quand il y a conflit entre les autorités malgaches et généralement les autorités françaises, il faut bien le dire, eh bien, c'est Juliette Fiche qui est convoquée pour arranger les choses, ou pour servir d'intermédiaire. Lorsque, par exemple, la charte Lambert est abrogée, eh bien, la reine accepte de payer une énorme indemnité. Eh bien, en attendant que le problème soit réglé, l'indemnité est déposée chez Juliette Fiche. Et elle est donc, alors à plusieurs reprises, comme ça, elle va jouer un rôle diplomatique. Il y a un capitaine de la flotte française qui est un petit peu excité, qui s'appelle Lagougine, qui, chaque fois qu'il y a une contrariété, menace de bombarder Tamatave, et ainsi de suite. Et là encore, c'est Juliette Fiche qui va s'interposer pour empêcher qu'un conflit ne dégénère. Et du coup, le commandant Lagougine a ce commentaire élogieux sur Juliette Fiche, c'est le bon ange protecteur des Houves et des Français. Voilà, parce qu'effectivement, elle empêche les conflits. Et le fait est que Madame Juliette, qui a des propriétés nombreuses et des esclaves, n'en tire presque rien, et que sa vie se passe près des chefs. Et je crois que cette existence active, politique, agitée de toute manière, lui est nécessaire. À chaque instant, le commandant la fait appeler pour avoir son avis ou se servir d'elle comme interprète. Donc, elle joue un rôle politique en quelque sorte double, qui lui vient d'une part de son autorité sur le Metim Sarak. Quand on veut apprendre à la population côtière la disparition, on ne dit même pas la mort, de Radam II, c'est avec Juliette Fiche que les autorités de la batterie vont négocier, hein, ça dure plusieurs jours, et c'est elle qui finalement convoquera le peuple pour entendre les discours des envoyés qui viennent de Tananarive. Donc, elle continue de jouer ce rôle d'interface. Alors, elle n'est pas la seule, hein, il y a d'autres personnages
à Tamatave, les grands juges, en particulier la famille Philibert, qui joue un rôle à peu près équivalent. Donc ça, c'est un premier point. Mais elle joue aussi un rôle politique du fait de sa double culture, en quelque sorte, hein, et d'intermédiaire entre les Malgaches et les Français. Du coup, d'ailleurs, elle tire un peu sur la ficelle, c'est-à-dire qu'elle offre alternativement ses services au gouvernement malgache, en renseignant le gouvernement malgache avec les informations qu'elle récupère auprès des capitaines des bateaux. Tous les capitaines de bateaux français qui abordent à Tamatave vont manger chez Juliette Fiche. Et évidemment, pour elle, c'est une source d'informations importante. Et inversement, elle offre aussi ses services d'une manière peu discrète au gouvernement français. Au gouvernement français, on commence à parler très mal. Donc, cette proximité avec l'autorité merne va être renforcée dans les années 1860. Elle reçoit le titre d'Andriambaventi, c'est-à-dire juge, ce qui lui donne un certain nombre d'avantages en termes de prestige, mais aussi des avantages financiers. Elle va participer à la répartition des bénéfices de la douane, par exemple, ce qui n'est pas négligeable. Et d'autre part, voilà, elle touche 20% de la part de la douane qui est réservée aux gens locaux. Mais aussi, elle noue d'autres types d'alliances avec le gouvernement merne, par exemple. Elle va devenir la sœur de sang de Rarlai. Voilà. Un monsieur tout à fait intéressant qui a fait des études à l'étranger, qui parle l'anglais, qui parle le français, et qui choisit Juliette Fiche comme sœur de sang. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, sœur de sang? C'est un lien institutionnel entre deux personnes qui a la même valeur qu'un lien familial de sang. Et donc, en fait, les deux, le gouverneur et Juliette Fiche, s'entendent pour sauvegarder leurs intérêts. En particulier, elle a un conflit à ce moment-là avec la famille Philibert et le gouverneur de Tamatave, contre toute logique et contre toute justice, d'ailleurs, prend ouvertement le parti de Juliette Fiche et renvoie le grand juge Philibert dans les cordes. Bien. Donc, évidemment, tous les intérêts politiques et les intérêts privés sont réunis. Oui. Selon La Cloche, elle passe La Cloche, c'est le journal local. Elle passe à La Réunion pour être l'élément indigène français à Madagascar. Après le vice-consul, c'est la première personne que visitent les commandants français. Alors, il y a aussi un autre réseau dans lequel Juliette Fiche va jouer un rôle très important, c'est le réseau catholique. Lorsque les catholiques arrivent à Tamatave, ils sont dans une position extrêmement fragile parce qu'ils sont célibataires. Par définition, ce sont des jésuites, et ils ne prennent pas d'épouse locale, ce qui interpelle la population locale. Il n'y a pas le même problème avec les protestants, parce que les protestants débarquent avec leurs femmes. Et en général, ils montent tout de suite à Tananarive, alors que les jésuites, non. Le problème se redouble du fait que les jésuites ont un point de vue moral très strict sur ce que sont les bonnes mœurs, et que le concubinage institutionnalisé à Tamatave les choque profondément. Ils appellent d'ailleurs Tamatave une sorte de Sodome et Gomorrhe, de Babylone, etc., etc. Ils ne sont pas fait des meilleurs. Du coup, les jésuites se retrouvent rapidement coincés, parce qu'ils n'ont pas compris le rôle des femmes à Tamatave. Et d'ailleurs, Juliette Fiche a cette formule extraordinaire. À un moment donné, elle prend pitié de ces malheureux jésuites et elle veut leur expliquer des choses, et elle leur dit, textuellement, c'est un prêtre qui le raconte, à Tamatave, ce sont les femmes qui forment la véritable aristocratie. Et donc, à partir de ce moment-là, les malheureux jésuites qui refusaient de voir les femmes qui vivaient en concubinage, qui refusaient de voir les blancs, entre guillemets, qui vivaient aussi en concubinage, se retrouvaient totalement isolés, alors que la charge qu'on avait donnée aux jésuites de Tamatave, c'était d'acheminer les colis précisément vers Tananarive. Et il y a une lettre d'un jésuite, en 1863, au début, qui dit « Mais c'est atroce, tous les convois qu'on essaie de monter, ça échoue. À mon avis, dit-il, il n'y a que les femmes qui parviennent à faire quelque chose. Donc, les jésuites vont tourner Kazakh et vont se mettre carrément sous la protection des ménagères. Et parmi les ménagères, évidemment, la première concernée, c'est Juliette Fiche. Et du coup, Juliette Fiche va devenir la grande protectrice de l'Église catholique de Tamatave, parce qu'elle fournit les éléments qui permettent au convoi d'acheminer tout ce que... Alors, l'idée des jésuites, c'est qu'on conquiert un pays par la tête. Donc, franchement, Tamatave, ça ne les intéresse pas. Les jésuites de Tamatave sont bien conscients qu'il y a du travail à faire à Tamatave, mais les autorités à La Réunion et les autorités à Tananarive considèrent que l'important, c'est Tananarive, c'est la cour. Donc on monte tout un tas de produits, et des convois, et les convois, il faut bien des gens pour porter. Donc Juliette Fiche organise ça.
Juliette Fiche fait aussi quelque chose d'assez amusant. Il faut remplir les églises. Et les églises ne sont en plus pas toutes seules. Donc, elle et les principales femmes de Tamatave envoient leurs esclaves. Et une bonne partie des baptêmes et des cérémonies religieuses sont en quelque sorte, ont comme public les esclaves de la bonne société tamatavienne. À un détail près, et là aussi Juliette Fiche intervient, c'est la même fois où elle dit que les femmes sont les aristocrates. Parce que les jésuites ont eu le malheur de parler de l'égalité de tous les hommes devant Dieu. Et évidemment, comme les femmes des traitants envoient leurs esclaves, l'égalité des hommes devant Dieu, ça pose un problème. Donc elles menacent de retirer carrément leurs esclaves si les jésuites continuent de parler de cette sorte, d'utiliser le mot égalité, qui n'est vraiment pas un mot à utiliser. Bon. Et moyennant quoi, effectivement, les jésuites vont rétro-pédaler, et si vous regardez les registres de baptême de Tamatave, on les a encore, on s'aperçoit que les jésuites baptisent à tour de main des esclaves. Et alors, ce qui est intéressant aussi, ce qui mériterait d'être analysé et qui n'a pas été fait, c'est que très souvent, les parrains et les marraines, ce sont des gens du même niveau social, et que, en fait, les gens sont parrains et marraines des esclaves des uns des autres. Ou, par exemple, Juliette Fiche, elle va parrainer tout un tas d'enfants esclaves, et ainsi de suite. Bon, voilà. Ça mériterait, à mon avis, d'être étudié. Donc, elle va aussi favoriser les catholiques, par exemple, en faisant un blocus lorsqu'arrivent les anglicans. Les premiers anglicans débarquent à Tamatave et personne ne vient les voir. Et il y a une lettre assez étonnante du pasteur local qui écrit à Maurice, c'est Juliette Fiche qui a interdit aux femmes de communiquer avec nous. Et donc, c'est un coup de main qu'elle donne non négligeable aux catholiques, parce que ce qui est très étonnant aussi avec les catholiques de Tamatave, enfin les jésuites, c'est qu'ils ne s'intéressent pas tellement aux mœurs et coutumes locales, ils parlent très peu de sorcellerie, des traditions. Par contre, ils sont obsédés par les protestants. Et ils regardent tout le temps ce que font les protestants. C'est ça leur principal souci. Et donc, effectivement, voir débarquer les anglicans, ça leur a pas fait spontanément plaisir. Bien. Et donc, finalement, les anglicans vont évangéliser les gens dont les catholiques n'ont pas voulu. Il y a une dame qui s'appelle Julie Gosse. Alors, Julie Gosse, c'est la descendante d'un traitant qui est arrivé dans les années 1820 et ainsi de suite, et elle est métisse, et elle et sa sœur sont des ménagères. Sauf que Julie Gosse a dû commencer sa carrière de ménagère à 14 ans. Et ça, quand même, pour les jésuites, ça passe pas, et par conséquent, ils lui ont refusé le baptême. Du coup, elle va aller du côté des anglicans, qui sont moins regardants, finalement, sur la chose. Bien. Donc, voilà en gros une femme de réseau, en quelque sorte. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Elle s'appuie sur les catholiques, elle organise le convoi des voyageurs, etc. Elle a des relations diplomatiques avec la France, elle a des relations avec l'autorité malgache. Bien. Alors, c'est l'image, effectivement, du coup, de tout ça, c'est princesse francophile. Par exemple, Juliette Fiche se fait remarquer, alors de temps en temps, quand il y a une grande catastrophe en France ou dans l'Empire colonial, on organise des collectes. Eh bien, il y a une collecte qui est organisée en 1866 pour les victimes d'une invasion de sauterelles en Algérie. Donc à Tamatave, on va se cotiser pour les sauterelles en Algérie. Et la collecte réunit 502 francs 50. Et Juliette Fiche a donné à elle toute seule 100 francs. Donc un cinquième du total de la somme, c'est elle qui l'a donné. Avec, ajoute le consul, c'est la participation la plus importante. Cependant, son nom ne figure pas sur la liste des souscripteurs, bizarrement, et le vice-consul Soumagne s'en explique. Comme sujette malgache, vous comprendrez sans peine la délicatesse qui lui a fait refuser d'inscrire son nom sur la liste. Mais vous n'admirerez pas moins cette nouvelle preuve d'une sympathie bien connue pour les intérêts de notre nation. Alors donc, cette francophilie vaut à Juliette Fiche une décoration que vous voyez sur cette robe. Alors ça, bon, c'est quand même une robe d'avant-garde, si vous regardez bien. Et elle porte 2 médailles, l'ordre de Radam et la décoration remise par Napoléon III, parce qu'elle a envoyé, alors le texte dit pudiquement ses domestiques, ses esclaves, aller repêcher des marins qui étaient en train de se noyer suite à une tempête, un coup de vent. Bon, donc elle est décorée, et elle porte ses décorations, y compris quand elle arrive à la cour. Hein. Bon, voilà. Mais elle affiche bien là, effectivement, cette double appartenance. Alors la double appartenance, on la retrouve partout. Hein. Par exemple, elle va offrir un lustre à l'église de Tamatave, mais elle précise que le lustre doit être mis
au-dessus de la partie de l'église qui est réservée au Beit Simcharat. Bon, il y a plein d'exemples de cette nature. Je ne vais pas les donner tous, mais on pourrait en trouver d'autres. Alors, cette double appartenance et ce double regard qu'elle a à la fois sur les Malgaches et sur les Français, elle l'exprime de manière assez corrosive aux voyageurs, et en particulier à Lacaz. À Lacaz, elle va déclarer simultanément, à quelques pages d'intervalle, sur les Mernes, « Ils sont nos maîtres, et pour conserver nos vies et nos biens, nous sommes obligés de vivre en bonne intelligence avec eux. Vous me voyez rire, mais ce ne sont que des grimaces. Je dois amuser et servir mes maîtres. » Bon, alors, il y a des gens qui ont pris les choses au pied de la lettre et qui ont dit « Oh là là, les malheureux métis, ils sont exploités, c'est atroce. » C'est vrai d'ailleurs qu'ils sont exploités, mais bon. D'un autre côté, la même va déclarer, donc elle amène en fait les voyageurs visiter le nouveau gouverneur qui vient d'arriver. Or, ce gouverneur, c'est quand même quelqu'un qui appartient à l'élite. Hein. Elle dit « Vous allez voir des sauvages, donc nos maîtres, mais ne faites pas attention à leur manière, ils seront heureux de faire votre connaissance. » Donc voilà, le double regard qu'elle peut porter simultanément. Nous sommes les esclaves des Mernes, en gros, c'est ce que ça veut dire, mais dans le même temps, elle dit « Nous autres qui avons vécu à l'occidental, voilà. » Alors, d'ailleurs, Juliette Fiche est une des rares que le gouvernement lui avait confisquées. Et elle va obtenir gain de cause. Voilà. Donc, dernière chose que je voulais dire, c'est aussi une femme d'affaires, quand même, il faut bien le dire. Elle va profiter de tous les réseaux dont je vous ai parlé pour gérer sa fortune personnelle, avec plus ou moins de succès. En fait, elle hérite de Delastel. C'est d'ailleurs l'associé de Delastel à La Réunion, M. de Rontenay, qui l'a choisi comme chef pour s'occuper des plantations et ainsi de suite. Bon, parce que de Rontenay a compris une chose. Il y a deux héritiers possibles pour Delastel lorsqu'il meurt. Il y a son épouse Juliette Fiche et il y a sa fille qui deviendra Madame Pruche. Et les Mernes préfèrent que les choses passent du côté de Juliette Fiche, qui est malgache 100%, plutôt que du côté de la fille de Delastel, qui est une métisse. Voilà. Ils font d'ailleurs le même tri dans les héritiers de Jean Laborde, privilégiant les éléments les plus malgaches. Donc, elle gère le domaine de Soamandra Kisaï, elle a gardé les maisons de commerce de Tamatave, donc elle continue de faire l'exportation des ébus, et ainsi de suite. Beaucoup de témoignages disent que finalement, elle a des talents d'administratrice et de négociatrice. Brossard de Corbigny en particulier lui trouve de très grandes aptitudes commerciales et lui attribue une part des succès de Lastel. Par ailleurs, elle s'appuie sur son statut de leader des populations côtières, donc je vous l'ai dit, pour défendre ses intérêts. Alors néanmoins, eh bien, la maison Fiche, si j'ose dire, va connaître une période difficile à la fin des années 1860. À l'apogée de Juliette Fiche, c'est les années 1860. Dans les années 1870, les choses commencent à se dégrader. C'est d'abord le déclin de sa fortune. En fait, Juliette Fiche est piégée. Parce qu'en tant que chef traditionnel, elle doit faire des cadeaux. Donc, elle va disperser une partie de ses biens, aliéner une partie de ses biens en les distribuant. D'autre part, pour se garantir vis-à-vis des autorités mernes, elle doit faire des cadeaux aussi aux officiers mernes. En particulier, on a un texte dans lequel elle fait la donation d'un terrain à Tamatave, un terrain extrêmement bien situé, au gouverneur Rainontian Nampange. Je ne sais pas si vous intéressez que ça. C'était un gros propriétaire foncier de Tamatave et il n'avait pas acheté tout ce qu'il possédait. Il a reçu pas mal de casiers. Donc, un terrain de 4 hectares en Paris-B. D'autre part, pendant longtemps, Delastel investissait des capitaux qui n'étaient pas les siens. C'est-à-dire, c'était les capitaux de Rontenay qui étaient à La Réunion. Lorsque Delastel meurt, de Rontenay se retire des affaires, Juliette Fiche se retrouve à gérer les entreprises, mais n'a plus l'apport des capitaux extérieurs qu'avait Delastel. Donc, ça, c'est un deuxième point qui va la handicaper. Troisième point, le Premier ministre a, dans les années 1870, l'ambition de se passer des intermédiaires. Et en particulier des intermédiaires côtiers, par exemple,
il y a un monsieur qui s'appelle Reddington, que les gens appellent le Rothschild de Malgache, et Reddington, c'est celui qui est le courtier en bleu pour le Premier ministre et pour une bonne partie de la cour. Bon. Eh bien, le Premier ministre, par exemple, alors, la chose qui bloque, en fait, le Premier ministre, c'est qu'il ne comprend pas très bien le fonctionnement des affaires maritimes, comment on assure les cargaisons et ainsi de suite. Mais il se renseigne. Et après, dans les années 1880, il achète des bateaux. Donc ça montre bien qu'il veut éliminer tous les intermédiaires. Et bon, et Juliette Fiche ne lui semble pas suffisamment performante. Donc il va reprendre par... Alors, il y a deux choses. D'abord, Juliette Fiche et son fils Ferdinand sont accusés de maltraiter les esclaves que leur confie le gouvernement pour faire fonctionner les plantations. Et par conséquent, on menace de retirer les esclaves. Et d'autre part, effectivement, il considère que Juliette Fiche n'est pas assez performante et il va passer des contrats directement avec des investisseurs mauriciens qui amènent des machines à vapeur et ainsi de suite. Donc, c'est un petit peu un problème et effectivement, Juliette Fiche, du coup, se retrouve privée de capitaux extérieurs, obligée de continuer à distribuer sur son patrimoine, en quelque sorte, et effectivement, elle va s'appauvrir de plus en plus. Alors la guerre de 1883-85 va l'achever parce qu'on va la priver de ses esclaves. Et après 1883-85, le déclin est avéré. En 1889, lorsqu'elle meurt, elle est ruinée complètement, et surtout, elle a perdu sa notoriété. Ce qui est intéressant, c'est que les voyageurs des années 1885, après 1885-86, ne vont plus chez elle. Et du coup, ils n'en parlent plus. Et en particulier, ils ne vont plus chez elle parce qu'en plus, il y a 2 hôtels qui se sont montés entre-temps à Tamatave. Et par conséquent, les voyages, en quelque sorte, se banalisent. Donc on descend à l'hôtel et après, on organise son convoi d'une autre façon. Donc, Juliette, ça c'est un premier problème. Deuxième problème, Juliette Fiche doit se battre pour sauvegarder ses intérêts parce qu'elle a des ennemis. Alors, les ennemis, c'est deux... Enfin, il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas, mais enfin, ceux qu'on rencontre le plus souvent sur son chemin, c'est d'abord Élisa Pruche, sa brune, en quelque sorte, la fille de Delastel, qui conteste de la mort de Delastel jusqu'à la mort de Juliette Fiche, et même après la mort de Juliette Fiche, la propriété des biens que Juliette Fiche a reçus de Delastel. Et elle va faire procès sur procès, qu'elle perdra d'ailleurs tous, soit dit, pour récupérer ses biens. L'autre source de conflit, c'est avec la famille Philibert. Les Philibert, ce sont ceux qui ont hérité du titre de grand juge à Tamatave. Les grands juges étaient des gens qui avaient, pour simplifier, la tâche de servir, de résoudre les conflits qui pouvait y avoir entre les traitants et les autorités locales. Et c'était Radam qui avait institué ce genre de choses. Les grands juges se voient dépossédés d'une partie de leurs prérogatives, mais par contre, ils continuent de s'enrichir parce qu'ils participent au partage de la douane et ainsi de suite, ainsi de suite. Et il y a une compétition entre Juliette Fiche et les Philibert. Surtout les Philibert mettent en avant que Juliette Fiche est la descendante d'esclaves qui lui ont appartenu, ce qui n'est pas totalement avéré. En fait, quand elle est née, Fiche était déjà un personnage important. Mais bon, c'est l'élément déterminant. Et du coup, Juliette Fiche va faire tout ce qu'elle peut pour saboter les Philibert. Alors, je n'ai pas le temps d'en parler, mais il y a tout un combat pour une immense propriété que la famille Philibert avait au sud de Tamatave. Et Juliette Fiche envoie des membres de son groupe, Betim Sarak, dont elle est la descendante, auquel elle appartient, pour essayer de grignoter les terres des Philibert en s'installant. Parce que bon, la propriété foncière à Tamatave au XIXe siècle, c'est un casse-tête parce qu'il n'y a pas de cadastre et ainsi de suite, donc c'est la tradition. Alors la tradition, elle va se servir des rivières, des embouchures, des vieux arbres, etc. Pas de chance dans un pays où il y a des cyclones, où il y a des crues, les rivières changent leur cours, les arbres tombent, etc. Donc on fait appel à la tradition orale pour dire à qui appartient telle et telle terre. Évidemment, Juliette Fiche va profiter de la création d'une espèce d'îlot au milieu d'une rivière pour installer en plein milieu de la propriété des Philibert un groupe qui est à sa botte. Alors, du coup, ça fait un conflit avéré. Bien. Donc ça va aussi continuer, parce que tout ceci nourrit des procès qui n'en finissent pas. Quelqu'un comme Madame Pruche, elle va résider pendant 1 an
à Tananarive pour obtenir que le Premier ministre convoque Juliette Fiche pour un procès. Et évidemment, avec les appuis politiques de Juliette Fiche, elle n'est jamais convoquée. Donc au bout d'un an, Madame Cruche est obligée de redescendre sur la côte. Mais il n'empêche que pour obtenir ce résultat-là, Juliette Fiche, elle donne des cadeaux, etc. etc. D'ailleurs, il y a un texte qui est assez intéressant qui dit qu'une des dépenses des Vadim Baza, une des dépenses les plus importantes, c'est les dépenses qu'elles font en procès. Et d'ailleurs, Juliette Fiche est une championne des procès. Lorsque les Vazas sont chassés en 1845, elle récupère une partie des terrains qui sont des terrains qui sont en déshérence en quelque sorte, et elle se les fait attribuer. Sauf qu'en 1861, quand Radam II arrive au pouvoir, il y a des gens qui viennent de la Réunion, de Maurice, ainsi de suite, et qui réclament les terrains. Et Juliette Fiche va monter pendant plusieurs semaines à Tananarive pour suivre ses procès. Et il y a le journal de Maurice qui raconte que tel jour à telle date, Juliette Fiche a fait une entrée triomphale dans Tamatave parce qu'elle avait gagné tous ses procès. Voilà. Donc, pour conclure, parce que je crois que j'ai largement dépassé le temps, Juliette Fiche est une personnalité intéressante. Elle va tomber, alors après 1880, elle meurt en 1889. Et en 1889, là aussi, ses obsèques sont très étonnantes. Ils sont supposés être payés par la famille Philibert, mais en fait, la reine ordonne au gouverneur de tirer un nombre considérable de coups de canon. Elle envoie la poudre pour ça, et ainsi de suite. Donc vous avez l'enterrement d'une personne pauvre qui est à la fois sponsorisée par le gouvernement et sponsorisée aussi par la famille Philibert, qui l'a fait enterrer dans un coin d'une de leurs propriétés, sous prétexte qu'elle était la descendante de leurs esclaves et qu'elle n'avait pas de sous pour payer son enterrement. Et le journal Le Temps, qui est à peu près l'équivalent du journal Le Monde à l'heure actuelle en France, eh bien, publie un entrefilet signalant la mort de Juliette Fiche, ce qui montre que sa notoriété avait survécu quand même en France bien au-delà des années 1870. Ses ascendants, ses associations en tant que Vadim Baza, sa double culture, pour asseoir et maintenir une autorité et une influence certaine sur la côte Est pendant toutes ces années. Et d'une certaine façon, bien qu'elle ne soit ni métisse et pas seulement Vadim Baza, elle représente une catégorie féminine de la population de Tamatave, cette fameuse aristocratie, qui joue un rôle important et qui surtout ce sont eux les gens qui s'enrichissent. Je vais terminer en citant toujours Wilkinson qui analyse le rôle des Vadim Baza. Et il a cette phrase qui est à mon avis certes ironique mais lourde de sens et que je vais retrouver dès que j'aurai fini de tourner les pages de ce pavé, sans se retarder. Ça tarde un peu quand même. Alors, hop, c'est là. Wilkinson écrit si l'ensemble du statut social et politique des femmes est le critère adéquat d'avancement de la civilisation d'une nation, donc le critère d'avancement de la civilisation d'une nation, Madagascar, ou pour le moins Tamatave, doit être dans un état très avancé. En vérité, nulle part ailleurs, sauf aux États-Unis, les femmes ne sont traitées avec plus de considération, ne possèdent tant d'influence et ne bénéficient de tant d'indépendance. Ce qui est quand même un bel hommage à ces Vadim Baza et à des gens comme Juliette Fiche. Alors évidemment, la situation n'est pas exactement comparable sur le Haute-Terre centrale, où il n'y a pas de Vadim Baza et où le métissage n'est pas quelque chose de valorisé.